Nausées, fatigue, premier examen médicaux. On aurait dit une chanson. Nausées, fatigue. Mais j'essaie d'être sympa. J'essaie d'être sympa parce qu'on va parler des angoisses du premier trimestre et c'est pas évident, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il arrive souvent que les 3 premiers mois de la grossesse riment avec inquiétude et malaise. Nathalie, est-ce que nos maternautes ont été angoissés à cette période-là? Mais oui, si vous additionnez les deux chiffres, c'est-à-dire oui beaucoup, 44%, et oui un peu, 35%, on arrive à 79%, donc vous voyez non à 21%. Alors on a évidemment les degrés d'angoisse, le vécu autour de ces 3 premiers mois est très différent suivant les femmes, on est d'accord. Cindy, qui n'avait pas du tout imaginé qu'elle serait stressée par ces 3 premiers mois, c'était un bébé extrêmement désiré, mais elle a eu la peur de perdre le bonheur qu'elle avait. Oh là là. C'est-à-dire ne pas arriver à savourer l'état dans lequel elle était. Isabelle qui nous dit que ça a été les 3 mois les plus longs, les plus angoissants de ma vie. Et comment faire pour aller au-delà de ces peurs, écrire, parler, tenter de se rassurer par tous les moyens. Une échographie tous les jours, ça ne suffirait pas. Et est-ce qu'on sait si ça évolue avec les grossesses, si on devient moins angoissé les 3 premiers mois? Au global, oui. Oui, Au global, oui. C'est sûr que quand c'est la première fois, c'est un peu sidérant, avec les mots de la grossesse, tout ça, c'est quand même un peu sacré événement quand même. Ça veut dire qu'il y en a 20% qui s'en fichent et qui sont cool, détendus. Et certainement, justement, comme tu le dis, Elsa, certainement des gens qui ont déjà eu des multiparts peut-être dans le lot. Alors que se passe-t-il lors de ces 3 premiers mois? Comment ne pas se laisser submerger par les angoisses du premier trimestre? Nathalie, on va rejoindre nos invités pour en parler avec elle. Je rappelle la sortie de ce livre formidable, Guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse, aux éditions Fayard. Merci beaucoup Catherine Dufaux. Merci à vous de m'avoir invité. Et continuez à écouter Bono. Et on accueille nos invités. Bonjour Caroline, bienvenue sur le plateau des maternelles. Vous venez du Nord et vous êtes enceinte de 6 mois et demi. Et vos 3 premiers mois de grossesse ont été horribles. Vous étiez totalement paniquée à l'idée de faire une fausse couche et vous n'osiez même pas prendre rendez-vous pour faire votre première écho. Heureusement, vous avez rencontré votre sage-femme qui a su vous rassurer. Merci d'être là ce matin avec nous. Bonjour Aurélie, bienvenue également à vous. Vous venez d'Auvergne et vous êtes la maman d'Eden qui a 10 mois et demi. En grande stressée que vous êtes, vous avez vécu un premier trimestre de grossesse compliqué, peur de l'avenir, peur de la fausse couche, au point de vous provoquer un ulcère. Vous allez nous raconter tout ça, merci d'être là. Willy Benessen, bonjour. Vous êtes sage-femme, aptothérapeute et sexologue. Vous êtes l'auteur de ce livre qu'on a usé, présenté, représenté, le guide de ma grossesse au naturel. Vous êtes co-auteur. Merci de revenir, Willy, sur le plateau des maternelles et de nous aider, nous les femmes, à vivre ces expériences qui comptent tellement pour nous. On parle souvent sur le plateau des maternelles de cet entretien du 4e mois qui intervient au moment de la préparation. Un entretien d'1 heure avec, a priori, une sage-femme. Est-ce que ça n'arrive pas trop tard, quand on sait toutes les angoisses qui nous reviennent autour de ce premier trimestre? Par rapport au premier trimestre, si, ça arrive un petit peu tard. Mais on a déjà bataillé pas mal pour qu'il ne soit pas fait encore plus tard, cet entretien. Donc, ça serait bien, ça serait mieux que les femmes puissent avoir ce genre de rendez-vous très précocement quand elles sont enceintes. Maintenant, pour organiser au niveau national, ça n'est pas si évident. Mais est-ce que les femmes peuvent se passer, quand on voit les angoisses très fortes dans lesquelles on va rentrer pendant les 3 premiers mois, est-ce que vous les incitez à déposer leurs angoisses, leurs peurs, ce qu'elles ressentent, leur malaise, etc., ou à ne pas se plaindre? Ah non, il faut se plaindre. Il faut trouver les endroits, justement, où les praticiens, chez qui on va pouvoir déposer notamment les angoisses, les inquiétudes, les appréhensions, les questionnements. Je veux dire, c'est effectivement une période pas très évidente que le début de grossesse. Et il y a des praticiens, il y a des sages-femmes, il y a aussi des médecins. La difficulté de trouver un espace où on va pouvoir en parler. Voilà. Sereinement. Et se regarder le nombril tranquillement. Voilà. C'est ça qui n'est pas évident. Alors Caroline, vous êtes donc dans votre 7e mois de grossesse. Comment vous avez réagi, vous, quand vous avez appris que vous étiez enceinte? J'étais super contente. Enfin, j'ai fait le test. Sur le coup, j'y croyais pas. J'ai cru qu'il avait marqué enceinte. Je crois qu'il allait y avoir pas enceinte qui allait apparaître. Déjà
Vous êtes angoissée de pas l'être. Je voulais pas croire. Et du coup, ce matin, j'ai couru dans la chambre, j'ai ouvert les volets, mon mari dormait encore, j'ai ouvert les volets, j'ai hurlé, je suis enceinte, regarde. Ah, génial. Ah, super, oui. Bon, alors avant d'être enceinte, vous aviez peur que ça ne fonctionne pas, et puis finalement, c'est allé très vite. Comment ça se fait que vous ayez eu peur comme ça? Déjà, j'ai tellement entendu parler des problèmes de fertilité aujourd'hui. Ouais. Après, j'avais acheté des tests d'ovulation qui n'ont pas du tout fonctionné à chaque fois. Ouais. Donc, Ça coûte cher, hein, les tests d'ovulation. ça coûte cher en plus. Donc, quand ça ne marche pas, ça stresse plus qu'autre chose. Bah ouais. Donc vous étiez déjà un peu stressée à la base, hein, sur Ah oui, est-ce que je vais arriver à tomber enceinte facilement, tout ça. Bien sûr. Willy, c'est quoi cet engouement des femmes pour le test d'ovulation qui finalement les rassure, ne les rassure plus C'est-à-dire que, en général, quand une femme va avoir un bébé, elle va arrêter sa contraception, et puis il va se passer un cycle, 2 cycles. Ça n'a pas commencé, et donc elle commence à se poser la question, surtout au premier, est-ce que je suis capable de fabriquer un bébé? Ouais. Et donc le test d'ovulation, ça permet simplement de cerner un petit peu mieux. Oui, parce que ça marche comment? C'est quoi cette histoire de test? C'est censé mesurer une hormone, la LH, qui augmente juste avant l'ovulation, dans les 48 heures, on va dire, avant. Ouais. Et donc, c'est censé pouvoir la détecter. Et donc, quand on détecte cette hormone-là, ça veut dire que l'ovulation va se produire, effectivement, dans pas très longtemps. D'accord. Donc, il va être temps de... Et c'est fiable? C'est fiable, oui, comme les tests. Disons qu'avec le temps, ils deviennent de plus en plus fiables. Mais ça sert surtout à gérer une angoisse par rapport à la capacité d'être enceinte. Voilà, la compétence. Vous avez essayé, vous, Aurélie, les tests Pas eu le d'ovulation? temps. Ah bon? Pourquoi? Je les ai achetés et j'avais des tests de grossesse avec. Ouais. Et un jour, je m'ennuyais, j'ai voulu faire un test de grossesse et j'étais enceinte. Un test d'ovulation, vous? Non, un test de grossesse parce qu'il y en avait 10 gratuits avec les tests Ah, d'ovulation. c'est génial. Et du coup, j'ai pas eu le temps d'utiliser mes tests d'ovulation. D'ovulation, donc vous avez sur les bras? Je les ai donnés à des copines. Des D'accord. copines, Ah, des oui, copines, bien. bah oui, évidemment. Alors, Caroline, vous avez tout de suite pris rendez-vous avec votre généraliste, mais il vous a un petit peu refroidi, en fait. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, il m'a tout de suite dit c'est bien, vous êtes enceinte. Moi, vous savez que vous êtes capable de tomber enceinte. Par contre, il ne faut pas trop s'emballer parce qu'il y a quand même un vrai risque de fausse couche. Donc, n'allez pas le dire à tout le monde. Attendez quand même la fin du premier trimestre. D'accord. Prudence, quoi. Ça vous a fait peur, ça, j'imagine, non? Ah, très peur. Évidemment. Ah, ça a mis le... Comment vous avez Ouais, réagi? Du coup, j'ai commencé à angoisser, j'ai commencé à me renseigner, à faire ce qu'il ne faut pas, aller sur Internet, à aller lire tous les témoignages. Vous aviez en plus des gens que vous connaissiez à qui c'était arrivé? Oui, en plus, il y avait ma belle-sœur qui avait perdu, c'était un deuxième écho, elle avait perdu son bébé. Oh là là. Donc, c'est vrai que ça n'a pas, C'est pas très aidé. sympa, quand même, de vous dire ça. Hein? Oui, c'est un petit peu, ça semble un petit peu violent. En tout cas, nous, ça nous choque, Willy. Oui, si vous voulez, la difficulté est que notre système est organisé, en fait, pour qu'on soit stressé. Et donc, par exemple, ce fameux premier trimestre, il y a nombre de praticiens qui refusent de faire une déclaration de grossesse tant qu'on n'a pas terminé les 3 mois. Or, la déclaration de grossesse, elle sert juste à dire administrativement que cette femme est enceinte. D'accord. Et ça lui ouvre un certain nombre de droits. Donc, que ma patiente vienne à 1 mois, à 2 ou à 3, si elle est enceinte, et qu'elle veut sa déclaration de grossesse, je fais sa déclaration de grossesse. C'est la vérité, elle est enceinte. Bien sûr. De toute manière, qui sait ce qui va se passer plus tard? Bien Oui. sûr. Parce que là, on parle Que du ce soit à premier 3 mois, mais trimestre. ça pourrait être beaucoup Mais plus ensuite, il y loin, a bien d'autres sûr. raisons de s'angoisser. Il y a les 6 mois, il y a les 9 mois. Il y a... Ne les Bien angoissez sûr. pas, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement... Si, On est dans cette mentalité-là, vous voilà, voulez dire. À si partir on alimente Ouais. du stress, il y a de quoi l'alimenter en permanence. Bien sûr. Oui. Donc, autant vivre ce qu'il y a à vivre au moment où on le vit. Lambda. Donc, vous étiez heureuse d'être enceinte, et ben vous aviez le droit d'être heureuse. Et puis voilà. Et puis, de toute manière, je rappelle quand même que ce qui va arriver quand une femme est enceinte, ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va arriver au terme et qu'elle va accoucher et qu'elle va avoir un bébé. C'est ça qui se produit la plupart du temps, quasiment toujours. Ouais. Willy, une fois qu'on sait, avec le test de grossesse, qu'on est enceinte, quelles sont les précautions à prendre? J'allais dire, la seule précaution, me semble-t-il, c'est d'être heureuse et heureux de ce bébé qui arrive. Parce qu'après, de toute manière, sur le premier trimestre, la médecine ne peut pas faire grand-chose si jamais, justement, une fausse couche devait arriver. Donc après, ça va dépendre un peu de l'histoire de la femme. toxoplasmose, par exemple, c'est une des grandes angoisses des femmes, Oui, vous le il faut savez faire bien. normalement, toute première consultation, le praticien, médecin ou sage-femme, va prescrire les tests
notamment sanguins, toxo et autres, HIV, etc., pour faire le point. Mais je veux dire, une femme qui est immunisée contre la toxoplasmose, de toute manière, elle peut manger comme elle l'entend à peu près. Pour ceux qui ne le sont pas, il y a des précautions alimentaires. Il y a quelques précautions qui ne sont pas très compliquées. Donc vous dites qu'il faut vous dites aux femmes, il faut vivre normalement. Mais je dis à tout le monde, il faut vivre au moment où ça se présente. Je veux dire, c'est ça qui me semble important. Et moi, je milite pour le plaisir d'être enceinte, pour le plaisir d'être bientôt parent et pour le plaisir d'avoir à vivre ce qu'il y a à vivre. Vous auriez été moins stressée, Caroline, si vous étiez tombée sur Willy. Hein. C'est ça aussi. Tombée aussi sur la bonne personne. Génial. Aurélie, vous étiez dans quel état d'esprit quand vous avez appris que vous étiez enceinte? Moi, j'ai été super contente, parce que pour moi, c'était impossible. Ouais, pourquoi impossible? Parce que, on pensait que mon conjoint, au moins, était stérile. Donc, du coup, on pensait qu'on avait des soucis. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas de contraception. D'accord. Mais on n'essayait pas d'avoir d'enfant non plus. Hein. On s'était juste dit, on est stérile, on s'en fout, quoi. Ouais. C'était improbable. Voilà. Donc, du coup, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, c'est super. Ouais. Mais par contre, c'est pas le moment. Je venais juste de finir mes études. Ah, ça commence à vous inquiéter? Un petit peu. Ah mince. Parce que du coup, moi, je venais de sortir de l'école. Mon conjoint ne travaillait pas. C'était pas prévu. Ouais. On se dit toujours, quand on aura un enfant, on aura bien calculé, j'aurai une maison, j'aurai un boulot. Rien. Ouais. Et vous aviez peur, vous, ou pas, de la fausse couche? Oui. Parce que du coup, je me suis dit, c'est tellement dur. J'ai mis 2 ans à tomber enceinte. Ouais. Même si j'avais pas fait exprès, quoi. Ouais. C'est qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer derrière. De toute façon, mon bébé va pas rester. Pour moi, dans ma tête, il allait mourir, mon bébé. Ah, d'accord. Donc une forte angoisse avec ce début de grossesse, finalement. Ouais. Et devenir maman, qu'est-ce que ça représentait pour vous? Est-ce que, au fond, ça vous faisait peur? C'est pas que ça me faisait peur, mais c'est qu'être mère, c'est avoir quelqu'un sous sa protection. Donc du coup, je dépendais plus. Il n'y avait plus que moi à s'occuper. Il y avait quelqu'un derrière. Et j'avais pas de boulot, mon conjoint non plus. Il fallait faire quelque chose, il fallait se prendre en main direct. Ça a été vraiment le gros choc de se dire maintenant, il faut y aller, quoi. Et vous, Caroline, pendant ce premier trimestre, est-ce que vous vous demandez quel moment vous alliez être? Me poser un peu la question, même si au premier trimestre, je pensais que je ferais tout bien, que je ferais bien attention à tout, que j'aime bien savoir comment chaque chose va se passer et bien tout contrôler. Et puis au final, je me dis que je ferai comme ça. Vous pouvez? C'est déjà pas mal. La philosophie est en train d'entrer en vous. C'est l'effet Willy, c'est l'effet Willy. Willy, alors peut-être 2 choses. Oui. D'abord, l'angoisse de la fausse couche. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est fréquent, c'est justifié? C'est assez fréquent. C'est assez fréquent puisque, si vous voulez, il y a déjà cette question qui circule dans la croyance populaire que les 3 premiers mois, on ne sait jamais. Donc, de toute manière, ça, c'est véhiculé. La deuxième chose, c'est que la problématique, c'est que le vécu d'une grossesse qui s'interrompt très tôt va dépendre du degré d'investissement, j'allais dire, des futurs parents. C'est-à-dire qu'on peut avoir des femmes qui font une fausse couche, par exemple, à 4 semaines de grossesse, ce qui, médicalement, n'est absolument pas grave, sauf qu'elles et leurs compagnons avaient déjà investi ce bébé. Donc ça devient un drame, parce qu'ils ont perdu leur bébé, même à 4 semaines de grossesse. Et d'autres femmes, ou dans d'autres situations, qui à 6, 8 semaines, n'ont pas encore investi ce bébé, pour des raisons diverses. Il y a une fausse couche, médicalement, ça n'est pas si grave, on vérifie que tout va bien, elles savent qu'elles peuvent être enceintes, et puis quelques mois plus tard, elles auront un autre bébé. Donc ça dépend vraiment des situations, mais d'où la nécessité d'avoir des endroits, des personnes avec qui on va pouvoir parler de ces choses-là. Alors Julia, on parlait finalement derrière toutes ces peurs qui nous habitent. Est-ce que la question qui revient sans arrêt, c'est pas ça? C'est est-ce que je vais être capable d'être responsable, d'accompagner cet enfant? Est-ce que je vais être capable d'être mère? Il y a une telle multitude de questions qui traversent la tête des futures mères, des futurs pères, j'en passe et des meilleurs. Mais dans ces questions-là, il y a bien sûr, j'allais dire, la bonne mère, la mère qui fait ce qu'il faut. C'est pas plus celle-là que celle de la peur de mourir, par exemple, qui est quelque chose qu'on a récupéré de nos ancêtres. Non, ça dépend. Je crois que la peur de la mort est très généralisée, sauf qu'on n'en parle pas. Parce qu'il y a quand même quelques sujets tabous dans nos sociétés, malgré tout. Et parler de mort avec des futures mamans, des futurs papas, c'est
pas encore quelque chose de très présent. Or, la vie et la mort sont très imbriquées, puisque ce sont les deux faces de la même pièce, et que l'un sans l'autre n'existe pas. Et quand une femme est enceinte, quand un couple va avoir un enfant, ces questions-là leur traversent l'esprit, sauf qu'en général, il n'y a personne avec qui en parler. Eh oui. Parce que si vous voulez mettre l'ambiance à une soirée, surtout si vous êtes enceinte, vous dites qu'on va forcément mourir un jour. Et là, vous êtes bon pour la dépression. Ouais, donc on n'en parle pas. Et voilà. Mais ça existe. Donc oui, c'est fréquent. C'est d'autant plus fréquent que lorsqu'on a l'occasion d'en parler avec les femmes, par exemple, lorsque quelqu'un dans l'entourage a perdu un bébé en cours de grossesse ou quoi, les gens le disent. Les gens le disent, il y a quelque chose de l'ordre. Ce bébé, tant qu'il est à l'intérieur, il serait protégé, par exemple. Il y a des femmes qui ont un peu peur, qui naissent parce qu'il nous rejoint et il deviendrait de fait mortel. Alors justement, les fausses couches, Virginie les a connues et elle en garde un très mauvais souvenir. Aujourd'hui, elle est enceinte de son 4e enfant. Elle a du mal à calmer ses angoisses. Elle se rend chez Laurence Ledroit, sophro-analyste, pour tenter de les surmonter. Regardez, c'est un reportage de Julie Bouffay-Fatigon. Virginie est enceinte d'un peu plus de 3 mois. Elle est déjà maman de 3 enfants. Elle vit sa dernière grossesse avec beaucoup d'angoisse. D'autant que Léandre, son petit dernier, a du mal à accepter l'arrivée de ce nouveau bébé. Est-ce que tu voudrais qu'il dorme dans ta chambre? Oui? Non. On a une relation assez fusionnelle tous les deux. Je pense que c'est suite à la grossesse qui n'a pas été facile. Voilà. Après 3 grossesses difficiles, 2 fausses couches et une amniosynthèse, Virginie n'avait pas prévu cette 4e grossesse. J'ai peur de perdre ce bébé parce que j'ai vécu donc des fausses couches avant. Pour moi, j'ai l'impression d'être à ma première grossesse où je suis apeurée au moindre signe anormal qui peut se présenter en fait. Sur les conseils d'une amie, Virginie va chez Laurence Ledroit, sophro-analyste, pour une première séance. Elle lui raconte d'abord ses précédentes grossesses. Donc toutes mes angoisses ressurgissent et j'aimerais bien essayer d'apaiser ces angoisses pour vivre un peu plus sereinement cette grossesse. Alors en sophroanalyse, on va trouver des solutions dans un chemin d'intériorité. Nous irons voir un petit peu vos pensées, les histoires que vous vous racontez. Fermez les yeux et vous n'essayez pas de changer quoi que ce soit à votre état. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots, c'est comment dans votre corps? C'est un peu angoissant en fait de voir comment à l'intérieur je peux être autant stressée et un peu en colère aussi. Très bien. Vous allez commencer à faire sortir toutes vos tensions, toutes vos préoccupations. Vous allez maintenant prolonger cette détente en vous imaginant dans un lieu agréable et créer à l'intérieur de vous un espace où tout est possible. Que au moins ça puisse exister quelque part, où vous puissiez avoir des bons moments dans cette grossesse. En profiter et vous voir créer du lien avec votre bébé. Alors, dites-moi un petit peu maintenant, c'est comment dans votre corps? Détendu et comme si j'avais un peu des fourmis partout. Et vidé. C'est vidé bizarre. de quoi? Des tensions, un peu de détention. Comme si tout s'était dénoué, comme quand il y a une corde pleine de nœuds et qu'on lâche. Vous savez, toutes ces mémoires dont vous m'avez parlé, que vous remettez là dans le présent, et qui a fait que vous vous sentiez pas très très bien. Je vous propose de prendre toutes ces mémoires. Allez-y, prenez-les. Peut-être qu'il y en a beaucoup, hein. Allez-y. C'est sûr. Prenez encore et regardez-les. Je pense que je vais laisser ces mémoires de côté un peu. Super, on les met de côté. Ça ne veut pas dire qu'on les oublie, hein. Mais de côté, plus à l'intérieur. Faites-vous confiance, Virginie. Cheminez bien avec tout cela jusqu'à notre prochaine séance et l'on va reprendre tout cela ensemble. Après sa séance, Virginie retrouve son mari Jérôme pour un petit débriefing. Comment ça s'est passé? Ça a été. C'est assez éprouvant.
pensais pas qu'en 1 heure, j'arriverais à avancer autant. Quoi. Bah, écoute, si c'est que du positif, moi je suis content et si ça peut t'aider, ça va m'aider, ça va nous aider. On arrivera mieux à vivre cette grossesse tous les deux aussi. Voilà. Aurélie, ça vous aurait fait du bien, vous, une séance de sophroanalyse? Non. Non, pourquoi? Je suis trop terre à terre, je crois que j'aurais rigolé. Enfin, j'arrive pas à... Les choses comme ça, j'arrive pas à accrocher. Et pourtant, je vous jure, ça marche bien. Mais la méditation, tout ça, non? Le yoga? J'y arrive pas. J'ai essayé, hein. Ouais. Mais c'est pas votre truc, quoi. Je pense qu'il faut accrocher et moi, j'accroche pas. Je suis plus dans le speed et ça marche pas. Et ça marche pas. Alors, quelques semaines après avoir appris que vous étiez enceinte, vous avez trouvé un petit CDD d'1 mois, mais malheureusement, il y a eu vraiment de violents maux de ventre qui vous ont contrainte à vous arrêter au bout de quelques semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai trouvé du boulot le jour où je suis tombée. Le jour où j'ai appris ma grossesse, je suis partie avec mes CV sous le bras. Ouais. Et j'ai trouvé du boulot le jour même. D'accord. Et du coup, j'ai été bloquée par mon ventre et c'est que j'ai été 2 fois aux urgences. La première fois, on m'a dit c'est des douleurs ligamentaires. Ouais. Et la deuxième fois, on m'a dit non, mais en fait, vous faites un ulcère. D'accord. Et voilà. En fait, vous étiez tellement inquiète que ce qui aurait pu être des maux liés à la grossesse, finalement, c'était moi. Mais ça m'a soulagée, en fait, j'étais contente. Bah, J'étais contente d'avoir un ulcère parce que je m'étais dit c'est pas mon bébé. Parce que du coup, je me montais le crâne toute seule. J'avais mal au ventre, donc j'étais en train de perdre mon bébé. Donc j'étais en train de perdre mon bébé, donc j'étais stressée. Donc j'étais pas bien. Donc... Et là, chouette, un ulcère. Oui, cool. Je crois que je suis la seule. Willy Balassène, c'est vraiment fréquent des femmes qui font un ulcère tellement elles sont angoissées ou c'est quelque chose qui préexistait ou Alors déjà, l'ulcère est assez fréquent dans la population générale parce que effectivement, le stress augmente la sécrétion acide et la sécrétion acide peut provoquer des ulcères. Maintenant, les femmes en début de grossesse ou pendant la grossesse ont souvent des remontées acides. Donc on peut imaginer que chez quelqu'un d'un petit peu stressé en temps normal, un petit peu plus de remontées acides, ça se transforme en ulcère en passant. Donc ça veut dire qu'il faut y penser quand on va voir son médecin ou sa sage-femme. Bien sûr. Voilà. De toute manière, tous les petits maux, ce qu'on appelle les petits maux de la grossesse, ils valent tous la peine d'être discutés et expliqués à son praticien. Parce qu'on a assez souvent moyen d'améliorer un petit peu les choses. Et souvent, même d'en parler, c'est suffisant pour aller ça soulage parfois. Aurélie, comment vous gériez, vous, les symptômes du coup de la grossesse? Vous aviez des nausées, par exemple? Non, j'avais rien. Du coup, j'étais déçue. Ah, c'est pourquoi? Alors ça m'aurait rassurée parce que du coup, pour moi, j'étais pas enceinte. Ah, vous vouliez la preuve que vous étiez... Je voulais vomir. Bah ouais, c'est vrai. Ça aurait été cool. Moi, j'ai jamais vomi non plus. Mais j'avais juste mal au ventre, mais c'était l'ulcère du coup. Alors, j'avais pas de choses qui me rappelaient au fait que j'étais enceinte. Et là, rien sur la poitrine et tout ça? Mais rien. Pas de... Toujours non, jamais. Non, je dis pas que vous n'avez pas de poitrine. Mais non, mais jamais. Ça y est, mais comment elle me casse là? C'est pas du tout ce que je pensais. Mais c'est vrai. C'est vrai, elle le prend bien, ça va. Bon, Caroline, vous aussi, vous étiez inquiète à l'apparition ou pas des symptômes de la grossesse? J'étais inquiète quand j'avais moins de symptômes, en fait. C'était vous aussi, vous vouliez vos symptômes? Ah oui, c'était pas agréable, mais j'ai au moins mes symptômes. Donc vous n'aviez pas de nausées? J'avais des nausées, j'avais des très très belles nausées. Quand elles ont commencé à se calmer vers la fin du 3e mois, ça m'a beaucoup angoissée. Alors que vous savez que c'est normal, généralement. Ah oui, mais non. Et au niveau des seins, tension dans les seins Ah si, ça d'ailleurs, tous les jours, je vérifiais. Je mesurais, j'allais voir mon mari, je lui disais, tu t'en penses quoi là? C'est plus ou moins gros qu'hier parce que je suis pas sûre, je suis peut-être en train de faire une fausse couche. Oh là là, quelle angoisse. Et comment il a essayé de vous rassurer? Comment vous faisiez pour vous rassurer, vous? Vous alliez sur des forums? C'était Internet. Ça rassure pas toujours Internet? Non. Donc ça marchait pas? Ça marchait pas du tout. Non, parce que toujours en cherchant bien, toujours le témoignage qui fait un peu peur. Et votre mari, il essayait pas de faire quelque chose? Ça l'énervait pas? Mon mari, dès qu'il me voyait avec le téléphone dans la main dans le lit le soir, il me disait non, tu arrêtes de regarder ça, tu connais déjà tout ça, tu as déjà pris par cœur toutes les statistiques, tous les témoignages. Il disait d'arrêter quand même. Il disait d'arrêter. En fait, il faut prendre Internet, mais avec Elsa Grangy. Mais oui. Mais comment on peut pas la dupliquer par 800 000? Contrôle maternel. Après le contrôle parental, c'est le contrôle maternel. Willy, alors, il y a quand même une ambivalence dans ce qu'on... C'est-à-dire, à la fois, on ne veut pas des mots de la grossesse, mais en même temps, on veut des signes. On est suspendu, quoi. Complètement. Mais une nouvelle fois, notre système entretient aussi tout ça. Ouais. Notre système entretient ça. Et je voulais dire que
un peu partout en France, il y a des cabinets de sages-femmes libérales, il y a des médecins généralistes, il y a des gynéco-obstétriciens. Il y a des endroits où on peut aller consulter. On peut aller consulter, dire il y a quelque chose qui ne va pas, je suis trop inquiète, je passe mon temps sur Internet et ça m'angoisse encore plus. Au moins, commencer à en parler avec quelqu'un, parce qu'après, on peut orienter. On peut envoyer chez le psychologue à côté, machin. Avant l'entretien du 4e mois. Oui, bien sûr. Mais en fait, on entend quand même très, très souvent dire que la grossesse, c'est quelque chose de naturel et que ça n'est pas une maladie. On l'entend sans arrêt. C'est pour ça que les femmes ne veulent pas. Elles ont peur de passer pour des chochottes. Mais il ne faut pas minimiser, malgré tout ce qui est véhiculé avec la grossesse. Et le stress, l'inquiétude, voire l'angoisse, c'est une réalité. C'est-à-dire que maintenant qu'on fait quand même pas beaucoup d'enfants, par famille, j'entends, les gens ils vont en avoir un ou deux. Donc du coup, les bébés, les grossesses, tout est surinvesti. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ça marche, il faut que ça marche vite, il faut que ça se passe bien. Et en même temps, si j'ai plus de nausées, est-ce que c'est le bébé toujours là ? Enfin... Ouais. Est-ce que les nausées, comment ça s'explique ? Parce que toutes n'en ont pas, effectivement. C'est uniquement physiologique, c'est physio, psycho, uniquement psycho ? Non, uniquement psycho, on ne dira pas. De toute manière, il y a une forte composante hormonale, de toute manière, parce que la grossesse, c'est au niveau hormonal, c'est une explosion hormonale, et l'accouchement aussi d'ailleurs. Donc il y a une action des hormones. Mais effectivement, toutes les femmes n'ont pas de nausées, et celles qui en ont, nausées et plus vomissements éventuellement, c'est très variable. Et en plus, c'est variable d'une grossesse sur l'autre. Donc ce sont des phénomènes assez complexes à expliquer, qui font forcément, de toute manière, il ne faut pas oublier aussi que notre tête et notre corps... ça fonctionne ensemble. C'est la même personne. Donc tout est imbriqué et voilà, je crois que moins on se stresse, moins on a de risque d'avoir d'éléments qui ne fonctionnent pas bien. Mais enfin, il y a des femmes qui ne sont pas très inquiètes et qui ont quand même leur nausée. Des nausées. Ouais, bien sûr. En tout cas, moins on se stresse, moins on a d'acide. C'est déjà ça. Et donc, on ne fait pas d'ulcère. C'est déjà ça. Alors, Caroline, est-ce que vous envisagiez à ce moment-là, au début, en tout cas, d'aller voir quelqu'un d'autre que votre gynéco, là, celui qui fait flipper, genre une sage-femme non ? Vous y avez pensé ? Non, on ne peut pas. Non, parce que je me disais que de toute façon, on allait juste confirmer ce que je pensais. C'était soit me dire que je faisais tout mal et que je faisais n'importe quoi et que ça allait forcément arriver, ou me dire mais oui, vous avez raison qu'on me dise vous avez raison d'être angoissée, c'est en train d'arriver. Ouais, de toute façon, il n'y avait pas de bonne solution. Vous aviez l'impression, comme disait Nathalie, de pouvoir être prise pour une chochotte aussi, peut-être. Ah oui. Ouais, vous avez peur de ça. Oui, j'avais peur de ça aussi. Bah, évidemment. Alors, comment ça s'est passé, du coup, votre premier écho ? Première écho, j'y suis allée, j'étais très très angoissée. Je me disais, bon, qu'est-ce qui va se passer ? Heureusement, le médecin qui m'a fait passer l'échographie m'a tout de suite dit, bon, il y a bien un bébé, il est bien vivant, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, il a dû percevoir que vous étiez pas bien. Il a dû un peu. Vous avez posé des questions ou pas ? Non, j'ai pas osé. Ah ouais ? Pas du tout osé. Bon, faites votre boulot, je suis pas là. Ouais, pas très à l'aise. Quoi. Et finalement, lors de l'entretien du 4e mois, vous avez fait la rencontre de votre sage-femme. Comment elle a fait, elle, pour vous aider à surmonter vos angoisses ? Alors que personne n'y arrivait, pourquoi elle ? Qu'est-ce qu'elle a fait de spécial ? Déjà, elle était zen, elle avait confiance, elle n'avait pas l'air de penser qu'il pouvait y avoir un problème. Puis même s'il y avait un problème, ça n'allait pas être très grave, pas être de ma faute. Puis après, elle a pris un peu de temps quand même pour m'écouter, pour voir si j'avais vraiment pas des questions qui venaient quand même un petit peu. Et l'autonomie aussi m'a fait découvrir. Ah, vous avez commencé l'autonomie ? Sur ses conseils découverte. Oui. Enfin, j'ai entendu parler au maternel de l'autonomie, du coup, c'est ça que j'étais là voir. Elle m'a dit, bon, on va faire une séance découverte, vous allez voir ce que c'est. Et c'est vrai que déjà, ça m'a beaucoup aidée après à plus tard sentir bouger mon bébé. Et donc d'être moins angoissée. Et puis avoir les angoisses comme ça. Elle vous a bien orientée. Vive l'entretien du 4e mois, on ne le dira jamais assez. Aurélie, vous, c'est aussi, vous voyez, à la visite du 4e mois que vous avez été rassurée. Vous y êtes allée en imaginant le pire, on l'imagine. Comment votre gynéco a-t-il réagi ? Déjà, moi, il m'a vu décomposer dans la salle d'attente. Excusez-moi. Et du coup, il m'a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Je pleurais. Ah ouais ? Et mon conjoint lui a dit non, mais elle croit qu'il est mort. Donc, ah ouais. Donc du coup, alors, comment il vous a pris ? Il m'a dit non, mais c'est pas grave, je vais vous montrer que le petit Jésus est encore dans la crèche. Oh, c'est mignon. Et du coup, voilà, il m'a fait l'écho, il m'a dit par contre, c'est pas Jésus, c'est Marie. Ça vous fait rire ? Ça veut pas dire ça, le petit. Le petit Jésus dans la crèche, ça veut pas toujours dire ça. Hein. C'est bizarre. Bon, du coup, j'ai rigolé. C'est bizarre, votre gynéco. Vous avez rigolé Oui. Il m'a fait rigoler, puis après, il m'a dit par contre, c'est pas Jésus, c'est Marie. Oh,
mais il est drôle, lui. Ouais, non, je remercie. Il vous a fait rire, en fait. C'est ça qui vous a... C'était mon meilleur ami pendant ma grossesse. N'empêche que le fait qu'il vous fasse rire, ça vous a fait déstresser, peut-être? Ouais, non, mais je bénis mon gynécologue. Ah, bah, dis donc, hein. C'est incroyable. En tout cas, ne pas hésiter à se faire accompagner, à parler. Il n'y a pas de questions bêtes. Ça, c'est sûr aussi. Des livres pour avancer. Alors, évidemment, les livres, c'est souvent un peu moins violent qu'Internet si on n'a pas la chance d'avoir Elsa à côté. La révolution intérieure, qui me semble assez important sur les aspects de la psychologie, non pas les abcès, mais les aspects de la psychologie de la grossesse et de la maternité. Oui, c'est une révolution. Oui, ça reconvoque ce qu'on a vécu, nous, notre naissance, les relations qu'on a eues avec notre mère. Et on ne sera jamais la même après cette grossesse qu'avant. Et c'est ces cheminements qui nous demandent beaucoup d'aller et venir, très bien expliqué par Corinne Antoine. Après, dans les très angoissés, je sais que certaines d'entre vous sont au jour le jour pour savoir comment ils se transforment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, etc. Ça n'arrivera pas à vous calmer, ça vous donnera les éléments. C'est comme toutes les copines qui font des échographies quasiment toutes les semaines. Et une fois que l'échographie est passée, de nouveau l'angoisse revient. Ah oui. Mais néanmoins, c'est un bon accompagnant. Ma grossesse jour après jour, 9 mois de repères et de conseils pratiques. Et puis, alors peut-être pas pour Aurélie, qui n'était peut-être pas encore prête à rentrer dans ce genre de sphère, Lise Bartoli, le cahier zen de la future maman. Julia, vous parliez de méditation. Effectivement, accepter que cette période est une période particulière, se recentrer, s'écouter, oui, faire se lever les gens qui sont dans le bus, que vous avez besoin d'être assise, même si c'est à 3 mois de grossesse. C'est sorti chez Payot, très bon livre. Merci beaucoup Nathalie. J'imagine, Elsa, qu'on n'en parle pas du tout sur Internet. Non, les gens ne sont pas du tout angoissés sur Internet, donc j'ai beaucoup de mal à trouver des choses intéressantes à dire. Non, alors évidemment, on en parle beaucoup. C'est vrai que le premier trimestre, c'est aussi la première échographie qui souvent révèle que tout va bien. Ce fameux petit Jésus dans la crèche, on vient enfin le découvrir là. Ça me fait rire. Et ça me permet de lancer aussi un petit appel. C'est que souvent, la plupart du temps, les échographes emploient des termes hyper techniques. Et comme il y a ce fameux syndrome de la blouse blanche, on n'ose jamais comprendre ce qu'il y a derrière ces termes. Donc on vous parle souvent de « il y a un sac ovulaire ». Ouais. Et là, je ne vous cache pas que le sac ovulaire, déjà, on vous dit « oh, on voit très bien ». Mais non, à l'échographie, on voit rien. Enfin, et puis on n'a pas trop le droit de leur parler pendant qu'ils exercent. En plus, et puis le sac ovulaire, on ne sait vraiment pas ce que c'est. Donc autant nous parler, parce qu'on investit une grossesse, on n'investit pas un sac ovulaire. A priori, il faut quand même le rappeler. Donc ça me permettait de dire ça à nos petits amis échographes. Un petit coup de gueule du matin. Non, mais c'est vrai. Alors du coup, j'ai demandé quand même à nos maternautes, est-ce qu'elles avaient eu, elles, des angoisses sur ce premier trimestre. Alors ce qui revient, évidemment, très souvent en tête, c'est la fausse couche. Forcément, c'est toujours cette espèce d'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Ce qui vient aussi, c'est la crainte d'avoir des jumeaux. C'était aussi un peu, c'est un flip de se dire, tiens, est-ce que l'échographie va révéler que j'ai des jumeaux ? Ça peut être une bonne surprise, mais ça reste une surprise. Oui, et puis aussi les conséquences, vous savez, du tabac et de l'alcool. Ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est assez prégnant, notamment chez nos maternautes. Alors, et du coup, quels sont les conseils des maternautes, justement, pour éviter de psychoter en début de grossesse ? Je crois qu'on l'a dit, mais il faut vraiment le souligner, parler à son médecin, pas hésiter à poser toutes ces questions, c'est pas grave, et même si on a l'impression d'avoir l'air cloche... On s'en fout, ce sera juste trop. Ou alors, au pire, vous savez quoi, on change de médecin, enfin, comme vous avez fait vous. Ouais, c'est vrai qu'il faut. Vous avez raison. Au bout d'un moment, si on ne se sent pas à l'aise avec son médecin, si on a l'impression d'être une cruche, on va ailleurs. Exactement. Il faut vraiment sentir cette espèce de symbiose parce qu'il va nous accompagner assez longtemps. Moi, je propose aussi, et c'est d'ailleurs ce qui ressort des maternautes, d'écouter le plus souvent possible aussi de la musique. Ça fait un bien fou. En plus, le bébé, il a l'impression d'écouter aussi de la musique. Tout le monde est très content. Et puis, il n'est jamais trop tard pour démarrer le yoga prénatal. Bien sûr. Et pour 2 raisons. La première, c'est que déjà, ça permet de faire une activité physique pendant la grossesse. Et ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. C'est intéressant, c'est important. Ça permet aussi de comprendre son périnée, on en avait parlé aussi. Et surtout parce que le yoga, ça permet de déstresser, mine de rien. Surtout le prénatal. Aurélie, il faut essayer le yoga. Nathalie, vous allez lui donner quelques coups particuliers. Et puis c'est pas que on met de côté comme la sophrologie, ça y a quand même aussi des petits efforts musculaires, donc on se sent apaisé beaucoup mieux. Et l'écoute de soi, l'écoute de son corps, comment on fonctionne, la respiration. On se centre, on se calme, le souffle, les postures. Non ? J'ai du mal avec ça. Elle veut pas. Je vous montrerai une posture. Vous n'avez pas autre chose parce qu'Aurélie, elle veut pas là, non ? Si, mais je veux bien essayer. Si, on va essayer tous les deux. Merci beaucoup Elsa pour ces bons conseils. Merci également Caroline, Aurélie et Willy Bellassène d'être venus sur le plateau des maternelles. Un grand merci également à Julie Bouffaïd-Fatigon d'avoir préparé ce dossier. Nausées, fatigue, premier examen médicaux. On aurait dit une chanson. Nausées, fatigue. Mais j'essaie d'être sympa.
façon. J'essaie d'être sympa parce qu'on va parler des angoisses du premier trimestre et c'est pas évident, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il arrive souvent que les 3 premiers mois de la grossesse riment avec inquiétude et malaise. Nathalie, est-ce que nos maternautes ont été angoissés à cette période-là? Mais oui, si vous additionnez les deux chiffres, c'est-à-dire oui beaucoup, 44%, et oui un peu, 35%, on arrive à 79%, donc vous voyez non à 21%. Alors on a évidemment les degrés d'angoisse, le vécu autour de ces 3 premiers mois est très différent suivant les femmes, on est d'accord. Cindy, qui n'avait pas du tout imaginé qu'elle serait stressée par ces 3 premiers mois, c'était un bébé extrêmement désiré, mais elle a eu la peur de perdre le bonheur qu'elle avait. Oh là là. C'est-à-dire ne pas arriver à savourer l'état dans lequel elle était. Isabelle qui nous dit que ça a été les 3 mois les plus longs, les plus angoissants de ma vie. Et comment faire pour aller au-delà de ces peurs, écrire, parler, tenter de se rassurer par tous les moyens. Une échographie tous les jours, ça ne suffirait pas. Et est-ce que ça évolue avec les grossesses si on devient moins angoissé les 3 premiers mois? Au global, oui. Au global, oui. C'est sûr que quand c'est la première fois, c'est un peu sidérant, avec les mots de la grossesse, tout ça, c'est quand même un peu sacré événement quand même. Ça veut dire qu'il y en a 20% qui s'en fichent et qui sont cool, détendus. Et certainement, justement, comme tu le dis, Elsa, certainement des gens qui ont déjà eu des multiparts dans le lot. Alors que se passe-t-il lors de ces 3 premiers mois? Comment ne pas se laisser submerger par les angoisses du premier trimestre? Nathalie, on va rejoindre nos invités pour en parler avec elle. Je rappelle la sortie de ce livre formidable, Guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse, aux éditions Fayard. Merci beaucoup Catherine Dufour. Merci à vous de m'avoir Et continuez à écouter Bono. Et on accueille nos invités. Bonjour Caroline, bienvenue sur le plateau des maternelles. Vous venez du Nord et vous êtes enceinte de 6 mois et demi. Et vos 3 premiers mois de grossesse ont été horribles. Vous étiez totalement paniquée à l'idée de faire une fausse couche et vous n'osiez même pas prendre rendez-vous pour faire votre première écho. Heureusement, vous avez rencontré votre sage-femme qui a su vous rassurer. Merci d'être là ce matin avec nous. Bonjour Aurélie, bienvenue également à vous. Vous venez d'Auvergne et vous êtes la maman d'Eden qui a 10 mois et demi. En grande stressée que vous êtes, vous avez vécu un premier trimestre de grossesse compliqué, peur de l'avenir, peur de la fausse couche, au point de vous provoquer un ulcère. Vous allez nous raconter tout ça, merci d'être là. Willy Benessen, bonjour. Vous êtes sage-femme, aptothérapeute et sexologue. Vous êtes l'auteur de ce livre qu'on a usé, présenté, représenté, le guide de ma grossesse au naturel. Vous êtes co-auteur. Merci de revenir, Willy, sur le plateau des maternelles et de nous aider, nous les femmes, à vivre ces expériences qui comptent tellement pour nous. On parle souvent sur le plateau des maternelles de cet entretien du 4e mois qui intervient au moment de la préparation. Un entretien d'1 heure avec, a priori, une sage-femme. Est-ce que ça n'arrive pas trop tard, quand on sait toutes les angoisses qui nous reviennent autour de ce premier trimestre? Par rapport au premier trimestre, si, ça arrive un petit peu tard. Mais on a déjà bataillé pas mal pour qu'il ne soit pas fait encore plus tard, cet entretien. Donc, ça serait bien, ça serait mieux que les femmes puissent avoir ce genre de rendez-vous très précocement quand elles sont enceintes. Maintenant, pour organiser au niveau national, ça n'est pas si évident. Mais est-ce que les femmes peuvent se passer, quand on voit les angoisses très fortes dans lesquelles on va rentrer pendant les 3 premiers mois, est-ce que vous les incitez à déposer leurs angoisses, leurs peurs, ce qu'elles ressentent, leur malaise, etc., ou à ne pas se plaindre? Ah non, il faut se plaindre. Il faut trouver les endroits, justement, où les praticiens, chez qui on va pouvoir déposer notamment les angoisses, les inquiétudes, les appréhensions, les questionnements. Je veux dire, c'est effectivement une période pas très évidente que le début de grossesse. Et il y a des praticiens, il y a des sages-femmes, il y a aussi des médecins. La difficulté de trouver un espace où on va pouvoir en parler. Voilà. Sereinement. Et se regarder le nombril tranquillement. Voilà. C'est ça qui n'est pas évident. Alors Caroline, vous êtes donc dans votre 7e mois de grossesse. Comment vous avez réagi, vous, quand vous avez appris que vous étiez enceinte? J'étais super contente. Enfin, j'ai fait le test. Sur le coup, j'y croyais pas. J'ai cru qu'il avait c'était marqué enceinte. Je crois qu'il allait y avoir pas enceinte qui allait apparaître. Déjà, vous étiez angoissée de pas la... Je voulais pas croire. Et du coup, ce matin, j'ai couru dans la chambre, j'ai ouvert les volets, mon mari dormait encore, j'ai ouvert les volets, j'ai hurlé, je suis enceinte, regarde. Ah, génial. Ah, super, oui. Bon, alors avant d'être enceinte, vous aviez peur que ça ne fonctionne pas, et puis finalement, c'est allé très vite.
Comment au ça se fait final, que vous ayez eu peur comme ça? Déjà, j'ai tellement entendu parler des problèmes de fertilité aujourd'hui. Ouais. Après, j'avais acheté des tests d'ovulation qui n'ont pas du tout fonctionné à chaque fois. Ouais. Donc, Ça coûte cher, hein, les tests d'ovulation. ça coûte cher en plus. Donc, quand ça ne marche pas, ça stresse plus qu'autre chose. Bah ouais. Donc vous étiez déjà un peu stressée à la base, hein, sur Ah oui, est-ce que je vais arriver à tomber enceinte facilement, tout ça. Willy, c'est quoi cet engouement des femmes pour le test d'ovulation qui finalement les rassure, ne les rassure plus C'est-à-dire que, en général, quand une femme va avoir un bébé, elle va arrêter sa contraception, et puis il va se passer un cycle, 2 cycles. Ça n'a pas commencé, et donc elle commence à se poser la question, surtout au premier, est-ce que je suis capable de fabriquer un bébé. Ouais. Et donc le test d'ovulation, ça permet simplement de cerner un petit peu mieux... Oui, parce que ça marche comment? C'est quoi cette histoire de c'est censé mesurer une hormone, la LH, qui augmente juste avant l'ovulation, dans les 48 heures, on va dire, avant. Ouais. Et donc c'est censé pouvoir la détecter. Et donc quand on détecte cette hormone-là, ça veut dire que l'ovulation va se produire effectivement dans pas très longtemps. D'accord. Donc il va être temps de... Et c'est fiable? C'est fiable, oui, comme les tests. Disons qu'avec le temps, ils deviennent de plus en plus fiables. Mais ça sert surtout à gérer une angoisse par rapport à la capacité d'être enceinte. Voilà. La compétence. Vous avez essayé, vous, Aurélie, les tests d'ovulation? Ah bon? Pourquoi? Je les ai achetés et j'avais des tests de grossesse avec. Ouais. Et un jour, je m'ennuyais, j'ai voulu faire un test de grossesse et j'étais enceinte. Un test d'ovulation? Non, un test de grossesse, parce qu'il y en avait 10 gratuits avec les tests d'ovulation. Ah, c'est génial! Et du coup, j'ai pas eu le temps d'utiliser mes tests d'ovulation. Donc vous avez sur les bras? Je les ai donnés à des copines. Des copines, oui, évidemment. Alors, Caroline, vous avez tout de suite pris rendez-vous avec votre généraliste, mais il vous a un petit peu refroidi, en fait. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, il m'a tout de suite dit, c'est bien, vous êtes enceinte. Moi, vous savez que vous êtes capable de tomber enceinte. Par contre, il ne faut pas trop s'emballer parce qu'il y a quand même un vrai risque de fausse couche. Donc, n'allez pas le dire à tout le monde. Attendez quand même la fin du premier trimestre. D'accord. Prudence, quoi. Ça vous a fait peur, ça, j'imagine, non? Ah, très peur. Évidemment. Ah, ça a mis le... Comment vous avez réagi? Du coup, j'ai commencé à angoisser, j'ai commencé à me renseigner, à faire ce qu'il ne faut pas, aller sur Internet, à aller lire tous les témoignages. Vous aviez en plus des gens que vous connaissiez à qui c'était arrivé? Oui, en plus, il y avait ma belle-sœur qui avait perdu, c'était un 2e écho, elle avait perdu son bébé. Oh là là. Donc, c'est vrai que ça n'a pas aidé. C'est pas très sympa quand même de vous dire ça. Hein? Oui, c'est un petit peu, ça semble un petit peu violent. En tout cas, nous, ça nous choque, Willy. Oui, si vous voulez, la difficulté est que notre système est organisé, en fait, pour qu'on soit stressé. Et donc, par exemple, ce fameux premier trimestre, il y a nombre de praticiens qui refusent de faire une déclaration de grossesse tant qu'on n'a pas terminé les 3 mois. Or, la déclaration de grossesse, elle sert juste à dire administrativement que cette femme est enceinte. Et ça lui ouvre un certain nombre de droits. Donc, que ma patiente vienne à 1 mois, à 2 ou à 3, si elle est enceinte, et qu'elle veut sa déclaration de grossesse, je fais sa déclaration de grossesse. C'est la vérité, elle est enceinte. De toute manière, qui sait ce qui va se passer plus tard? Oui. Parce que là, on parle ce soit à 3 mois, mais ça pourrait être beaucoup mais ensuite, il y a d'autres raisons de s'angoisser. Il y a les 6 mois, il y a les 9 mois. Ne les angoissez pas, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement... on est dans cette mentalité-là, vous voulez dire. Si on alimente du stress, il y a de quoi l'alimenter en permanence. Bien sûr. Donc, autant vivre ce qu'il y a à vivre au moment où on le vit. Donc, vous étiez heureuse d'être enceinte, et ben vous aviez le droit d'être heureuse, et puis voilà. Et puis, de toute manière, je rappelle quand même que ce qui va arriver quand une femme est enceinte, ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va arriver au terme et qu'elle va accoucher et qu'elle va avoir un bébé. C'est ça qui se produit la plupart du temps, quasiment toujours. Willy, une fois qu'on sait, avec le test de grossesse, qu'on est enceinte, quelles sont les précautions à prendre? J'allais dire, la seule précaution, me semble-t-il, c'est d'être heureuse et heureux de ce bébé qui arrive. Parce qu'après, de toute manière, sur le premier trimestre, la médecine ne peut pas faire grand-chose si jamais, justement, une fausse couche devait arriver. Donc après, ça va dépendre un peu de l'histoire de la toxoplasmose, par exemple, c'est une des grandes angoisses des femmes, vous le savez bien. Normalement, toute première consultation, le praticien, médecin ou sage-femme, va prescrire les tests
notamment sanguins, toxo et autres, HIV, etc., pour faire le point. Mais je veux dire, une femme qui est immunisée contre la toxoplasmose, de toute manière, elle peut manger comme elle l'entend à peu près. Pour ceux qui ne le sont pas, il y a des précautions alimentaires. Il y a quelques précautions qui ne sont pas très compliquées. Donc vous dites qu'il faut vous dites aux femmes, il faut vivre normalement. Mais je dis à tout le monde, il faut vivre au moment où ça se présente. Je veux dire, c'est ça qui me semble important. Et moi, je milite pour le plaisir d'être enceinte, pour le plaisir d'être bientôt parent et pour le plaisir d'avoir à vivre ce qu'il y a à vivre. Ah, vous auriez été moins stressée, Caroline, si vous étiez tombée sur Willy. Hein. C'est ça aussi, tomber aussi sur la bonne personne. Génial. Aurélie, vous étiez dans quel état d'esprit quand vous avez appris que vous étiez enceinte? Moi, j'ai été super contente, parce que pour moi, c'était impossible. Ouais, pourquoi impossible? Parce que, on pensait que mon conjoint au moins était stérile, donc du coup, on pensait qu'on avait des soucis. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas de contraception. D'accord. Mais on n'essayait pas d'avoir d'enfants non plus. Hein. On s'était juste dit, on est stérile, on s'en fout, quoi. Ouais, c'était improbable. Voilà, donc du coup, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, c'est super, mais par contre, c'est pas le moment. Je venais juste de finir mes études. Ah, ça commence à vous inquiéter? Un petit peu. Ah mince. Parce que du coup, moi, je venais de sortir de l'école. Mon conjoint... Je suis apeurée au moindre signe anormal qui peut se présenter, en fait. Sur les conseils d'une amie, Virginie va chez Laurence Ledroit, sophro-analyste, pour une première séance. Elle lui raconte d'abord ses précédentes grossesses. Donc, toutes mes angoisses ressurgissent et j'aimerais bien essayer d'apaiser ces angoisses pour vivre un peu plus sereinement cette grossesse. Alors en sophroanalyse, on va trouver des solutions dans un chemin d'intériorité. Nous irons voir un petit peu vos pensées, les histoires que vous vous racontez. Fermez les yeux et vous n'essayez pas de changer quoi que ce soit à votre état. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots, c'est comment dans votre corps? C'est un peu angoissant en fait de voir comment à l'intérieur je peux être autant stressée et un peu en colère aussi. Très bien. Vous allez commencer à faire sortir toutes vos tensions, toutes vos préoccupations. Vous allez maintenant prolonger cette détente en vous imaginant dans un lieu agréable et créer à l'intérieur de vous un espace où tout est possible. Que au moins ça puisse exister quelque part, où vous puissiez avoir des bons moments dans cette grossesse, en profiter et vous voir créer du lien avec votre bébé. Alors, dites-moi un petit peu maintenant, c'est comment dans votre corps? Détendu et comme si j'avais un peu des fourmis partout et vidé. C'est vidé bizarre. de quoi? Des tensions, un peu de détention, comme si tout s'était dénoué, comme quand il y a une corde pleine de nœuds et qu'on lâche. Vous savez, toutes ces mémoires dont vous m'avez parlé, que vous remettez là dans le présent, et qui a fait que vous vous sentiez pas très très bien. Je vous propose de prendre toutes ces mémoires. Allez-y, prenez-les. Peut-être qu'il y en a beaucoup, hein. Allez-y. C'est sûr. Prenez encore et regardez-les. Je pense que je vais laisser ces mémoires de côté un peu. Super, on les met de côté. Ça ne veut pas dire qu'on les oublie, hein. Mais de côté, plus à l'intérieur. Faites-vous confiance, Virginie. Cheminez bien avec tout cela jusqu'à notre prochaine séance et l'on va reprendre tout cela ensemble. Après sa séance, Virginie retrouve son mari Jérôme pour un petit débriefing. Comment ça s'est passé? Ça a été. C'est assez éprouvant. Je pensais pas qu'en 1 heure j'arriverais à avancer autant. Écoute, si c'est que du positif, moi je suis content et ça peut t'aider, ça va m'aider, ça va nous aider. On arrivera mieux à vivre cette grossesse tous les deux aussi. Voilà. Aurélie, ça vous aurait fait du bien, vous, une séance de sophroanalyse? Non. Non, pourquoi? Je suis trop terre à terre, je crois que j'aurais rigolé. Enfin, j'arrive pas à... Les choses comme ça, j'arrive pas à accrocher. Et pourtant, je vous jure, ça marche bien. Mais la méditation, tout ça, non? Le yoga? J'y arrive pas. J'ai essayé, hein. Ouais. Mais c'est pas votre truc, quoi. Je pense qu'il faut accrocher
Et moi, j'accroche pas, je suis plus dans le speed. Et ça marche pas. Et ça marche pas. Alors, quelques semaines après avoir appris que vous étiez enceinte, vous avez trouvé un petit CDD d'1 mois, mais malheureusement, il y a eu vraiment de violents maux de ventre qui vous ont contrainte à vous arrêter au bout de quelques semaines. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai trouvé du boulot le jour où je suis tombée, le jour où j'ai appris ma grossesse, je suis partie avec mes CV sous le bras. Ouais. Et j'ai trouvé du boulot le jour même. D'accord. Et du coup, j'ai été bloquée par mon ventre et c'est que j'ai été 2 fois aux urgences. La première fois, on m'a dit c'est des douleurs ligamentaires. Ouais. Et la deuxième fois, on m'a dit non, mais en fait, vous faites un ulcère. D'accord. Et voilà. En fait, vous étiez tellement inquiète Oui. que ce qui aurait pu être des maux liés à la grossesse, finalement, Non, c'était moi. Mais ça m'a soulagée, en fait, j'étais contente. Ouais. J'étais contente d'avoir un ulcère parce que je m'étais dit c'est pas mon bébé. Parce que du coup, je me montais le crâne toute seule. J'avais mal au ventre, donc j'étais en train de perdre mon bébé. Donc j'étais en train de perdre mon bébé, donc j'étais stressée. Donc j'étais pas bien. Donc... Et là, chouette, un ulcère. Oui, cool. je crois que je suis la seule. Willy Ballassen, c'est vraiment fréquent des femmes qui font un ulcère tellement elles sont angoissées, ou c'est quelque chose qui préexistait ou Alors déjà, l'ulcère est assez fréquent dans la population générale, parce que effectivement, le stress augmente la sécrétion acide, et la sécrétion acide peut provoquer des ulcères. Maintenant, les femmes, en début de grossesse ou pendant la grossesse, ont souvent des remontées acides. Donc on peut imaginer que chez quelqu'un d'un petit peu stressé en temps normal, un petit peu plus de remontées acides, ça se transforme en ulcère en passant. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut y penser quand on va voir son médecin ou sa sage-femme. Bien sûr. Voilà. De toute manière, tous les petits mots, ce qu'on appelle les petits mots de la grossesse, ils valent tous la peine d'être discutés et expliqués à son praticien. Parce qu'on a assez souvent moyen d'améliorer un petit peu les choses. Et souvent, même d'en parler, c'est suffisant pour aller ça soulage parfois. Travaillait pas. C'était pas prévu. Ouais. On se dit toujours, quand on aura un enfant, on aura bien calculé, j'aurai une maison, j'aurai un boulot. Rien. Ouais. Et vous aviez peur, vous, ou pas, de la fausse couche ? Oui. Parce que du coup, je me suis dit, c'est tellement dur. Enfin, j'ai mis 2 ans à tomber enceinte, même si j'avais pas fait exprès, quoi. Ouais. C'est qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer derrière. Enfin, de toute façon, mon bébé va pas rester. Pour moi, dans ma tête, il allait mourir, mon bébé. Ah, d'accord. Donc une forte angoisse avec ce début de grossesse, finalement. Ouais. Et devenir maman, qu'est-ce que ça a représenté pour vous ? Est-ce que, au fond, ça vous faisait peur ? C'est pas que ça me faisait peur, mais c'est qu'être mère, c'est avoir quelqu'un sous sa protection. Donc du coup, je dépendais plus. Il n'y avait plus que moi à s'occuper. Il y avait quelqu'un derrière. Et j'avais pas de boulot, mon conjoint non plus. Il fallait faire quelque chose, il fallait se prendre en main direct. Ça a été vraiment le gros choc de se dire maintenant, il faut y aller, quoi. Ouais. Et vous, Caroline, pendant ce premier trimestre, est-ce que vous vous demandez quel moment vous alliez être ? Me poser un peu la question, même si au premier trimestre, je pensais que je ferais tout bien, que je ferais bien attention à tout, que j'aime bien savoir comment chaque chose va se passer et bien tout contrôler. Et puis au final, je me dis que je ferais comme ça. Vous pouvez ? C'est pas mal. La philosophie est en train d'entrer en vous. C'est l'effet Willy. Willy, alors peut-être 2 choses. Oui. D'abord, l'angoisse de la fausse couche. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est fréquent, c'est justifié ? C'est assez fréquent. C'est assez fréquent puisque, si vous voulez, il y a déjà cette question qui circule dans la croyance populaire que les 3 premiers mois, on ne sait jamais. Donc, de toute manière, ça, c'est véhiculé. La deuxième chose, c'est que la problématique, c'est que le vécu d'une grossesse qui s'interrompt très tôt va dépendre du degré d'investissement, j'allais dire, des futurs parents. C'est-à-dire que on peut avoir des femmes qui font une fausse couche, par exemple, à 4 semaines de grossesse, ce qui médicalement n'est absolument pas grave, sauf qu'elles et leurs compagnons avaient déjà investi ce bébé. Donc ça devient un drame, parce qu'ils ont perdu leur bébé, même à 4 semaines de grossesse. Et d'autres femmes, ou dans d'autres situations, qui à 6, 8 semaines, n'ont pas encore investi ce bébé, pour des raisons diverses. Il y a une fausse couche, médicalement, ça n'est pas si grave, on vérifie que tout va bien, elles savent qu'elles peuvent être enceintes, et puis quelques mois plus tard, elles auront un autre bébé. Donc ça dépend vraiment des situations, mais d'où la nécessité d'avoir des endroits, des personnes avec qui on va pouvoir parler de ces choses-là. Alors Julia, on parlait finalement derrière toutes ces peurs qui nous habitent. Est-ce que la question qui revient sans arrêt, c'est pas ça ? C'est est-ce que je vais être capable d'être responsable, d'accompagner cet enfant ? Est-ce que je vais être capable d'être mère ?
Il y a une telle multitude de questions qui traversent la tête des futures mères, des futurs pères, j'en passe et des meilleurs. Mais dans ces questions-là, il y a bien sûr, j'allais dire, la bonne mère, la mère qui fait ce qu'il faut. C'est pas plus celle-là que celle de la peur de mourir, par exemple, qui est quelque chose qu'on a récupéré de nos ancêtres. Non, ça dépend. Je crois que la peur de la mort est très généralisée, sauf qu'on n'en parle pas. Parce qu'il y a quand même quelques sujets tabous dans nos sociétés, malgré tout. Et parler de mort avec des futures mamans, des futurs papas, c'est pas encore quelque chose de très présent. Or, la vie et la mort sont très imbriquées, puisque ce sont les deux faces de la même pièce, et que l'un sans l'autre n'existe pas. Et quand une femme est enceinte, quand un couple va avoir un enfant, ces questions-là leur traversent l'esprit, sauf qu'en général, il n'y a personne avec qui en parler. Parce que si vous voulez mettre l'ambiance à une soirée, surtout si vous êtes enceinte, vous dites qu'on va forcément mourir un jour, et là, vous êtes bon pour la dépression. On n'en parle pas. Mais ça existe. Donc oui, c'est fréquent, c'est d'autant plus fréquent que lorsqu'on a l'occasion d'en parler avec les femmes, par exemple, lorsque quelqu'un dans l'entourage a perdu un bébé en cours de grossesse ou quoi, les gens le disent. Les gens le disent, il y a quelque chose de l'ordre. Ce bébé, tant qu'il est à l'intérieur, il serait protégé, par exemple. Il y a des femmes qui ont un peu peur, qui naissent parce qu'il nous rejoint et il deviendrait de fait mortel. Alors justement, les fausses couches, Virginie les a connues et elle en garde un très mauvais souvenir. Aujourd'hui, elle est enceinte de son 4e enfant. Elle a du mal à calmer ses angoisses. Elle se rend chez Laurence Ledroit, sophro-analyste, pour tenter de les surmonter. Regardez, c'est un reportage de Julie Bouffaïd-Fatigon. Virginie est enceinte d'un peu plus de 3 mois. Elle est déjà maman de 3 enfants. Elle vit sa dernière grossesse avec beaucoup d'angoisse. D'autant que Léandre, son petit dernier, a du mal à accepter l'arrivée de ce nouveau bébé. Est-ce que tu voudrais qu'il dorme dans ta chambre? Oui? Non. On a une relation assez fusionnelle tous les deux. Je pense que c'est suite à la grossesse qui n'a pas été facile. Voilà. Après 3 grossesses difficiles, 2 fausses couches et une amniosynthèse, Virginie n'avait pas prévu cette 4e grossesse. J'ai peur de perdre ce bébé parce que j'ai vécu donc des fausses couches avant. Pour moi, j'ai l'impression d'être à ma première grossesse. Aurélie, comment vous gériez, vous, les symptômes du coup de la grossesse? Vous aviez des nausées, par exemple? Non, j'avais rien. Du coup, j'étais déçue. Ah, c'est pourquoi? Alors ça m'aurait rassurée parce que du coup, pour moi, j'étais pas enceinte. Ah, vous vouliez la preuve que vous étiez... Je voulais vomir. Bah ouais, c'est vrai. Ça aurait été cool. Moi, j'ai jamais vomi non plus. Mais j'avais juste mal au ventre, mais c'était l'ulcère du coup. Alors, j'avais pas de choses qui me rappelaient au fait que j'étais enceinte. Et là, rien sur la poitrine et tout ça? Mais rien. Pas de... Toujours non, jamais. Non, je dis pas que vous n'avez pas de poitrine. Mais non, mais jamais. Ça y est, mais comment elle me casse là? C'est pas du tout ce que je pensais. Mais c'est vrai. C'est vrai, elle le prend bien, ça va. Bon, Caroline, vous aussi, vous étiez inquiète à l'apparition ou pas des symptômes de la grossesse? J'étais inquiète quand j'avais moins de symptômes, en fait. C'était si j'avais... Vous aussi, vous vouliez vos symptômes? Ah oui, c'était pas agréable, mais j'ai au moins... Mes symptômes. Donc vous n'aviez pas de nausées? J'avais des nausées, j'avais des très très belles nausées. Quand elles ont commencé à se calmer vers la fin du 3e mois, ça m'a beaucoup angoissée. Alors que vous savez que c'est normal, généralement. Ah oui, mais non. Et au niveau des seins, tension dans les seins Ah si, ça d'ailleurs, tous les jours, je vérifiais. Je mesurais, j'avais pas mon mari, je lui disais, tu t'en penses quoi là? C'est plus ou moins gros qu'hier parce que je suis pas sûre, je suis peut-être en train de faire une fausse couche. Oh là là, quelle angoisse. Et comment il a essayé de vous rassurer? Comment vous faisiez pour vous rassurer, vous? Vous alliez sur des forums? C'était Internet. Ça rassure pas toujours Internet? Non. Donc ça marchait pas? Ça marchait pas du tout. Non, parce que toujours en cherchant bien, toujours le témoignage qui fait un peu peur. Et votre mari, il essayait pas de faire quelque chose? Ça l'énervait pas? Mon mari, dès qu'il me voyait avec le téléphone dans la main dans le lit le soir, il me disait non, tu arrêtes de regarder ça, tu connais déjà tout ça, tu as déjà pris par cœur toutes les statistiques, tous les témoignages. Il disait d'arrêter quand même. Il disait d'arrêter. En fait, il faut prendre Internet, mais avec Elsa Grangy. Mais oui. Mais comment on peut pas la dupliquer par 800 000? Contrôle maternel. Après le contrôle parental, c'est le contrôle maternel. Willy, alors, il y a quand même une ambivalence dans ce qu'on... C'est-à-dire, à la fois, on veut pas des mots de la grossesse, mais en même temps, on veut des signes. On est suspendu, quoi. Complètement. Mais une nouvelle fois, notre système entretient aussi tout ça. Notre système entretient ça. Et je voulais dire que
un peu partout en France, il y a des cabinets de sages-femmes libérales, il y a des médecins généralistes, il y a des gynéco-obstétriciens. Il y a des endroits où on peut aller consulter. On peut aller consulter, dire il y a quelque chose qui ne va pas, je suis trop inquiète, je passe mon temps sur Internet et ça m'angoisse encore plus. Au moins, commencer à en parler avec quelqu'un, parce qu'après, on peut orienter. On peut envoyer chez le psychologue à côté, machin. Avant l'entretien du 4e mois. Oui, bien sûr. Mais en fait, on entend quand même très, très souvent dire que la grossesse, c'est quelque chose de naturel et que ça n'est pas une maladie, on l'entend sans arrêt. C'est pour ça que les femmes ne veulent pas, elles ont peur de passer pour des chochottes. Mais il ne faut pas minimiser, malgré tout ce qui est véhiculé avec la grossesse. Et le stress, l'inquiétude, voire l'angoisse, c'est une réalité. C'est-à-dire que maintenant qu'on fait quand même pas beaucoup d'enfants, par famille, j'entends, les gens ils vont en avoir 1 ou 2. Donc du coup, les bébés, les grossesses, tout est surinvesti. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ça marche, il faut que ça marche vite, il faut que ça se passe bien. Et en même temps, si j'ai plus de nausées, est-ce que c'est le bébé toujours là ? Enfin... Ouais. Est-ce que les nausées, comment ça s'explique ? Parce que toutes n'en ont pas, effectivement. C'est uniquement physiologique, c'est physio, psycho, uniquement psycho ? Non, uniquement psycho, on ne dira pas. De toute manière, il y a une forte composante hormonale, de toute manière, parce que la grossesse, c'est au niveau hormonal, c'est une explosion hormonale, et l'accouchement aussi d'ailleurs. Donc il y a une action des hormones. Mais effectivement, toutes les femmes n'ont pas de nausées, et celles qui en ont, nausées et plus vomissements éventuellement, c'est très variable. Et en plus, c'est variable d'une grossesse sur l'autre. Donc ce sont des phénomènes assez complexes à expliquer, qui font forcément, de toute manière, il ne faut pas oublier aussi que notre tête et notre corps... ça fonctionne ensemble. C'est la même personne. Donc tout est imbriqué, et voilà, je crois que moins on se stresse, moins on a de risque d'avoir d'éléments qui ne fonctionnent pas bien. Mais enfin, il y a des femmes qui ne sont pas très inquiètes et qui ont quand même leurs nausées. Des nausées. Bien sûr. En tout cas, moins on se stresse, moins on a d'acide. C'est déjà ça. Et donc, on ne fait pas d'ulcère. C'est déjà ça. Alors, Caroline, est-ce que vous envisagiez à ce moment-là, au début, en tout cas, d'aller voir quelqu'un d'autre que votre gynéco, là, celui qui fait flipper, genre une sage-femme non ? Vous y avez pensé ? Non, on ne peut pas. Non, parce que je me disais que de toute façon, on allait juste confirmer ce que je pensais, quoi. C'était soit me dire que je faisais tout mal et que je faisais n'importe quoi et que ça allait forcément arriver, ou me dire mais oui, vous avez raison qu'on me dise vous avez raison d'être angoissée, c'est en train d'arriver. Ouais, de toute façon, il n'y avait pas de bonne solution. Vous aviez l'impression, comme disait Nathalie, de pouvoir être prise pour une chochotte aussi, peut-être. Ah oui. Ouais, vous avez peur de ça. Oui, j'avais peur de ça aussi. Bah, évidemment. Alors, comment ça s'est passé du coup votre premier écho ? Première écho, j'y suis allée, j'étais très très angoissée. Je me disais, bon, qu'est-ce qui va se passer ? Heureusement, le médecin qui m'a fait passer l'échographie m'a tout de suite dit, bon, il y a bien un bébé, il est bien vivant, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, il a dû percevoir que vous étiez faible. Il a dû Vous avez posé des questions ou pas ? Non, j'ai pas osé. Ah ouais ?